Introduction. L'histoire des idées prend en charge l'étude de l'évolution des idées à une époque bien arrêtée. Pour ce faire, elle fait appel à plusieurs disciplines, l'histoire rencontre la philosophie et celle-ci va de pair avec la littérature. Les idées sont donc étudiées dans leur rapport à toutes les disciplines du savoir. Jean-Paul Rosé insiste dans un travail consacré à la discipline sur cette interdisciplinarité en affirmant: l'histoire des idées n'est pas l'histoire de la philosophie. Elle est plus vaste, non pas que la philosophie soit un monde clos, mais en plus des idées philosophiques, l'histoire des idées s'ouvre à des objets plus nombreux, comme les idées religieuses, économiques, politiques, littéraires, etc. En partant de cette affirmation, on peut dire que l'analyse des idées du XIXe siècle nécessite une prise en considération de toutes les conditions qui ont été favorables à leur développement. Le romantisme qui dominera le début du siècle et que certains considèrent comme la représentation esthétique de la Révolution de 1789, accompagne, pour les traduire, tous les bouleversements socio-politiques que la France avait alors connus. Devant ces bouleversements, l'art et tout particulièrement la littérature et la philosophie ne pouvaient continuer à être pratiqués comme si de rien n'était. La monarchie de droit divin vient d'être renversée, les ordres privilégiés abolis, le catholicisme romain que la révocation de l'édit de Nantes avait proclamé religion unique en France a été supprimé. Avant que le XIXe siècle ne commence, Louis-Napoléon Bonaparte avait réussi un double exploit, sans lequel la résurgence intellectuelle aurait été impossible. Un Jean-Paul Rosé, l'histoire des idées, approche théorique et pratique, conférence prononcée devant les membres du Centre de recherche interdisciplinaire et transculturelle, CRIT, et dans le cadre du séminaire, Transfert des savoirs et histoire des idées, responsable, Daniel Follet, 2014 AL 00799422. Page 2. En prenant les affaires en main, il a réussi à mettre fin aux troubles révolutionnaires. En même temps, ses pouvoirs avaient été suffisamment importants pour sécuriser les acquis révolutionnaires contre toute tentative de renouer avec l'ancien régime. Si chronologiquement ce siècle ressemble aux deux autres qui l'avaient précédé, il offre certaines particularités culturelles et politiques qui méritent qu'on s'y attarde. Ses écoles littéraires sont diverses, ses tendances politiques variées, si la France doit au grand siècle son classicisme qui, à l'image de la monarchie de droit divin, prône l'assurance intellectuelle, la paix sociale et la stabilité politique, au XVIIIe siècle, un consensus autour de la raison et de la science et cela malgré le pluriel des Lumières, elle est rentrée au tournant du XIXe siècle dans une phase d'incertitude et de doute. L'objectif prioritaire de ces décideurs était de mettre un terme au désordre révolutionnaire et aux guerres napoléoniennes. C'est dans ce but que les puissances liguées contre Napoléon Bonaparte avaient autorisé le retour des Bourbons sur le trône de la France. La Restauration était donc venue avec l'ambitieux projet de renouer avec la monarchie de droit divin d'avant 1789. Pour être plus précis, l'idéal était de jeter un pont capable d'enjamber toute la période de la Révolution et de l'Empire et de tenter, contre l'avis de certains, de la gommer de la mémoire collective. Madame de Staël était parmi les premiers à avoir combattu la tendance qui faisait de la Révolution française un accident de l'histoire. Contrairement à ceux qui en identifiaient les causes dans la crise de cette fin du XVIIIe siècle, elle soutient que les causes doivent être trouvées dans l'histoire ancienne du pays. La Révolution française, écrit-elle, est une des grandes époques de l'ordre social. Ceux qui la considèrent comme un événement accidentel n'ont porté leur regard ni dans le passé, ni dans l'avenir. Ils ont pris les acteurs pour la pièce, et afin de satisfaire leur passion, ils ont attribué aux hommes du moment ce que les siècles avaient préparé d'eux. Si la Révolution est, comme le soutient Madame de Staël, l'aboutissement d'un cumul historique, c'est que contrairement aux négociations sur les frontières qui pouvaient réussir, le retour d'un régime politique et intellectuel disparu depuis une bonne trentaine d'années n'avait que de faibles chances d'aboutir. La Restauration a été incapable de mettre un terme aux conséquences de la Révolution. Ni en politique, ni en littérature l'objectif fixé n'a été atteint. Non seulement le retour des Bourbons sur le trône n'a pas été accompagné par la stabilité politique et littéraire tant souhaitée, mais les répliques du grand séisme de 1789 s'étaient fait sentir tout au long du siècle et au lieu de retrouver le calme désiré, la France a connu une longue série de révolutions et de coups d'État qui ont débouché sur une succession de régimes. L'objectif s'est donc avéré plus ardu qu'on ne l'avait pensé et la Restauration avait failli à l'une de ses promesses majeures. Mais avant de questionner les œuvres pour en saisir les impacts littéraires, commençons par élucider les difficultés sémantiques et chronologiques du XIXe siècle et de la Restauration. De Madame de Staël, considérations sur les principaux événements de la Révolution française.
Ouvrage posthume de Madame la baronne de Staël, publié par Monsieur le duc de Broglie et Monsieur le baron de Staël, seconde édition, Paris, chez Delaunay Libraire, 1818 p. 1. Les repères chronologiques. Comme nous l'avons vu à propos du siècle des Lumières, les spécialistes ne s'entendent pas sur une date précise et commune pour faire démarrer le 19s. La période allant de la révocation de l'édit de Nantes à la mort de Louis XIV était restée pour ainsi dire inclassable. Alors que pour certains, le siècle des Lumières démarre réellement avec l'avènement du libertinage érudit et surtout avec les œuvres de Pierre Bel qu'on considère à juste titre comme le précurseur du mouvement, d'autres préfèrent attendre la fin du règne de Louis XIV et ne faire démarrer le XVIIIe siècle qu'avec le début de la Régence et avec le souffle de liberté rendu possible par la disparition du roi Soleil. Après tout, c'est à ce dernier et à son long règne que le XVIIe siècle doit son titre de grand siècle. Sa fin n'est pas moins problématique que ses débuts, certains spécialistes proposent la date de 1789 comme la fin, non pas du XVIIIe siècle chronologique mais du siècle philosophique rejetant, ainsi, toute l'époque révolutionnaire en dehors de ce compartiment. Les mêmes questions seront posées à propos du XIXe siècle qui nous intéresse aujourd'hui. À quelle date la tradition universitaire le fait-elle démarrer? Les spécialistes ne s'entendent pas sur une date précise. Pour certains, la date de 1799 qui coïncide avec le coup d'État du 18 Brumaire paraît crédible. En accédant au pouvoir, Bonaparte met fin à l'instabilité révolutionnaire dont il garantit les acquis sociopolitiques. La France est ainsi placée sur la voie de la modernité. En continuant l'œuvre révolutionnaire, il prend plusieurs décisions importantes. La création de la Banque de France garante de la politique monétaire et de la stabilité du franc est l'une de ses œuvres. Le Concordat, de 1801, éloigne le clergé et l'Église des affaires du gouvernement et ne reconnaît plus au catholicisme romain le statut de religion d'État. Sur le plan littéraire, cette époque connaîtra la publication de deux ouvrages majeurs qui marqueront de leurs empreintes les générations à venir. Chateaubriand ne ménage aucun effort pour réhabiliter la religion chrétienne. La parution Génie du christianisme III est une preuve que la vigilance révolutionnaire à l'égard de la religion n'est plus aussi sévère qu'elle l'était à ses débuts. Le premier chapitre de l'ouvrage promet une réaction contre le rationalisme des Lumières. Madame de Staël IV, grande admiratrice des Lumières et disciple fidèle de Jean-Jacques Rousseau, considère que l'avenir littéraire est mieux incarné par le génie allemand et invite les intellectuels à le suivre. À l'époque où les guerres napoléoniennes battaient leur plein, une remarque comme celle-ci ne pouvait pas passer inaperçue et le régime impérial n'avait pas tardé à manifester son mécontentement à l'égard de l'auteur et de son ouvrage. Il considérait l'ouvrage comme hostile à la France et nuisible à son influence à l'étranger. Il ordonna sa destruction et l'exil de son auteur 5. Mais les quelques exemplaires épargnés par les flammes avaient suffi pour faire connaître au romantisme son premier essor en France. Cet exemple suffit pour montrer que sur le chapitre de la censure, le Premier Empire récupère, pour en faire sienne, une pratique tant combattue par les philosophes sous l'Ancien Régime. Le règne de Napoléon Bonaparte, comme on le voit, est inclassable dans la mesure où tout en se recommandant des idées du XVIIIe siècle, il se projette vers l'avenir. Tout en continuant l'œuvre révolutionnaire, il reproduit un absolutisme comparable au règne Louis XIVien. Gustave Lançon écrit à propos de cette incertitude historique. 3 François-René de Chateaubriand, Génie du christianisme ou beauté de la religion chrétienne, par François-Auguste de Chateaubriand, 2 tomes, Paris, chez Migneret, en 1812. 4 Germaine de Staël-Holstein, des mœurs des Allemands, 1810. 5 Germaine de Staël-Holstein, de l'Allemagne, entrée à la Bibliothèque nationale d'un livre saisi de Madame de Staël, texte mis en tête de l'édition sans pagination. 1810. L'époque où nous arrivons est une époque de transition, on peut hésiter si l'on doit la rattacher au passé ou à l'avenir. La littérature de la Révolution et de l'Empire appartient au XVIIIe siècle par toutes ses basses œuvres, par tout ce qu'elle a de considérable, c'est le XIXe siècle qui s'ouvre. J'ai donc dû rattacher cette période plutôt à la littérature contemporaine. 6. La Restauration représente donc un événement majeur de ce début du siècle. Si les bouleversements qui l'avaient accompagné ne sont pas comparables à ceux de la Grande Révolution, ils avaient au moins conduit à un changement radical dans le domaine géopolitique. Sans parler du Congrès de Vienne et de la reconfiguration des frontières de l'Europe, il faut rappeler que les Bourbons qui avaient été chassés de la France après la prise de la Bastille pour réaliser que toutes les valeurs révolutionnaires, qui avaient perdu en Napoléon leur principal soutien, risquent à leur tour d'être mises à mal. Mais avant de pousser plus loin l'impact de ce changement politique, comprenons ce que signifie le mot restauration. Nous réaliserons alors que toutes les attentes seront déçues.
En fait, la Restauration à ses débuts ne se présente pas sous une forme moins paradoxale que l'Empire finissant. Comme le Premier Empire, considéré par Lançon comme une phase transitoire, la Restauration présente certains paradoxes qui la rendent aussi inclassable et notamment sur plan politique. 6. Gustave Lançon, Histoire de la littérature française, 6e partie, Époque contemporaine, livre 1, La littérature pendant la Révolution et l'Empire, chapitre 1, Influence de la Révolution sur la littérature. Paris, Librairie Hachette, 1895 p. 835. 2. Définition de la Restauration. La restauration est un terme qui est fréquemment utilisé dans le domaine de l'art, il désigne le procédé par lequel on redonne à une ancienne œuvre gâtée par le temps son premier éclat avant d'être exposée au public. C'est le premier sens que le dictionnaire en donne. Par analogie, le même sens a été étendu à d'autres domaines comme les régimes politiques. Aussi, après avoir rappelé que par restaurer, on désigne d'abord la remise en état d'un monument, d'un tableau ou d'une statue, pour en rétablir les parties que le temps a détruites, Émile Littré s'est fait de la restauration, le rétablissement d'une dynastie sur le trône qu'elle avait perdu. La restauration des Bourbons est alors située dans la continuité de ce qui existait avant la rupture causée par la Révolution de 1789. Mais la conjecture politique et la marche historique avaient empêché le mot de manifester pleinement son sens. Cette difficulté que présente la Restauration, telle que l'a définie le Littré, n'échappe pas aux premiers concernés, les positions de Louis XVIII avaient évolué tout au long de l'histoire. Emmanuel Oaresquiel rappelle ainsi cette évolution qui place la future Restauration entre le retour à l'ancienne monarchie et le fait accompli imposé par la marche historique. Il a d'abord, écrit-il, manifesté clairement son intention de restaurer l'ancienne monarchie sur les bases inaltérables de son ancienne constitution, ce n'est qu'à partir de 1799 qu'il évoque peu à peu la possibilité de modifier ses idées sur les voies de la Restauration. Il envisage cette année-là dans ses instructions à ses agents, de conserver les nouvelles structures administratives et juridiques de la République, c'est admettre implicitement le principe d'égalité civile, les départements et bientôt les préfets. C'est en même temps tourner définitivement le dos aux ordres et aux anciennes constitutions. On s'achemine ainsi lentement vers l'établissement d'une monarchie représentative et libérale, par ailleurs. C'est Émile Littré, Dictionnaire de la langue française. Tome 14, Entrée-Restauration. Paris, Hachette, 1874. Solidement arrimé aux nouvelles structures administratives centralisées héritées de la Révolution et de l'Empire VIII. Au nom de la monarchie de droit divin dont il était le légitime héritier, Louis XVIII était appelé à gouverner un royaume que Dieu lui aurait octroyé par droit de naissance et à être ainsi roi non des Français mais de la France. Il refuse comme on le verra son retour sur le trône comme le résultat d'une volonté populaire ou de celle des puissances qui avaient chassé l'empereur. Il ne se montre reconnaissant qu'à l'égard de la volonté divine. Mais en octroyant une charte, il permet à une vieille question, qui selon Madame de Staël, n'a cessé d'être posée sous l'Ancien Régime, de refaire surface, les rois étaient-ils ou non législateurs du royaume? 9. Même lorsqu'il accorde la charte, il veille bien à ce qu'elle ne soit pas interprétée dans le sens d'une limitation de ses pouvoirs de souverain. C'est de sa pleine volonté qu'il le fait. Il préfère le terme de charte à celui de constitution car ce dernier ne va pas dans le sens du projet de la restauration monarchique. D'ailleurs la charte octroyée par Louis XVIII a rencontré une résistance farouche de la part de ceux qui refusent toute légitimité qui ne vient pas du peuple ou de ses représentants. Le passage suivant montre par sa virulence à quel point les acquis révolutionnaires s'étaient enracinés dans les mentalités pour parer à toute forme de retour vers l'ancien régime. Quelques hommes ignorants, ou assouplis par le despotisme, décident gravement qu'une charte fondamentale est inutile, elle est, disent-ils, dans le cœur paternel du monarque, plus que dans la forme du gouvernement, puis ils débitent avec emphase de vers de Pope, excellent poète, mais mauvais publiciste. Des fonctionnaires publics, anticipant sur le vœu national, avaient déjà proclamé le retour d'un maître légitime, d'un maître. Propos d'esclaves, ou d'hommes qui méritent de l'être. Maître légitime. Comme si, en fait de gouvernement, quelque chose pouvait être légitime, s'il n'est pas émané de la volonté nationale, comme si les peuples étaient des. 8. Emmanuel Oaresquiel, L'obstination d'un roi. Louis XVIII en exil, 1791 à 1814. Dans info/revue-la-revue-2015-1-page-32.htm. pp. 41 à 42. 9. Madame de Staël, op. Cite, chapitre 11, y avait-il une constitution en France avant la Révolution, p. 129.
troupeau créé pour le bon plaisir de leur chef, et par là même exposé à devenir la curée du despotisme X. On remarque donc que la volonté de Louis XVIII de se proclamer roi au nom de Dieu n'avait pas rencontré que des adhérents. Une rapide analyse du préambule de la charte montre en effet à quel point le fossé entre les deux parties est grand. Les termes qui formulent les clauses sont choisis de telle sorte qu'ils ne laissent place à aucune fâcheuse interprétation. Encore une fois, Émile Littré rappelle que le mot « charte » remonte au Moyen Âge. S'il a été préféré au terme de constitution pour désigner le texte de loi ratifié, c'est parce qu'il rend exactement le sens que Louis XVIII veut donner à ce contrat qui le lie à ses sujets. Sa charge sémantique ne rappelle pas que de bons souvenirs. À ses débuts, il désignait un acte par lequel le seigneur accordait de sa pleine volonté un privilège ou un droit à ses subalternes. En le choisissant pour désigner le texte de loi promulgué, Louis XVIII renoue avec une pratique tombée en désuétude. En effet, parmi les erreurs commises par Louis XVI et qui avaient précipité sa chute, Madame de Staël cite la participation de la France à la guerre qui avait conduit à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La raison étant que les soldats qui y avaient participé avaient découvert une liberté qui n'était pas connue en France. Comment convaincre alors des hommes et des femmes qui avaient pris goût aux valeurs révolutionnaires de revenir à une pratique qui n'existait plus que dans les livres d'histoire? Cette contradiction entre la volonté royale et la réalité politique se dégage de la charte même. Il ne suffit pas de réactualiser un terme médiéval pour lui rendre toute la signification qui était la sienne. Certains articles le montrent bien. Louis XVIII voulait faire honneur à sa fonction sans donner l'impression d'être un roi qui fait trop de concessions. Il ne ménage aucun. 10 de la Constitution française de l'an 1814. Par M. Grégoire Ancien évêque de Blois, sénateur, etc. etc. 4e édition corrigée et augmentée. Paris, A. Aigron, Le Normand, Delaunay, éditeur-libraire, 1814. p. 2. Effort pour convaincre que la charte émane de la seule volonté royale et non d'une concertation avec les parlements qui sous l'Ancien Régime semblaient destinés à servir de limite habituelle à l'autorité des rois 11. Il annonce ainsi sa volonté de restaurer une puissance comparable à celle dont jouissaient ses prédécesseurs. Le sang qui se dégage du Littré est celui même qui est développé dans le préambule de la charte. Elle n'émane pas d'un consensus, elle est octroyée par le souverain. Pourtant dans le même ouvrage qu'on vient de citer, M. Grégoire donne une définition du gouvernement qui ne peut fonctionner correctement qu'avec la présence de corps capables de limiter son pouvoir. Quelle que soit, dit-il, la forme du gouvernement, il importe d'assujettir le pouvoir suprême à un ou plusieurs corps indépendants qui en surveillent l'exercice, qui puissent interposer des barrières entre lui et l'abus, et de garantir la nation des attentats du despotisme. Cette séparation conduit à la séparation et à l'équilibre des pouvoirs 12s. En effet, en évoquant les raisons qui l'avaient poussé à la ratifier, Louis XVIII ne cite que son droit de naissance et l'autorité qui lui vient directement de Dieu. L'entame du préambule ne laisse pas l'ombre d'un doute quant à sa mission. Sans rappeler les réelles circonstances qui avaient permis son retour en France, ni citer le rôle des puissances coalisées contre Napoléon dans l'événement de son couronnement, ni dire les raisons de son absence lorsque ses sujets avaient besoin de sa présence à leur côté, il commence par ne reconnaître que le concours de Dieu, la divine providence, en nous rappelant dans nos états après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets, nous nous en sommes occupés sans relâche, et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Pour donner plus de légitimité à cet acte qui ne cadre pas bien avec l'esprit de la monarchie de droit divin, le texte passe en revue toutes les occasions où de 11 op. Cite. p. 135. 12 op. Cite. p. 3. Par le passé, un roi de France avait promulgué des lois de cette nature. Ainsi, cette restauration, telle que l'a définie le Littré, semble atteindre tous ses objectifs. Or une lecture attentive des articles, qui en constituent le corps, montre qu'ils ne s'inspirent pas tous des anciennes pratiques. Certes, l'article 13 stipule clairement que la personne du roi est inviolable et sacrée, mais d'autres se recommandent directement des acquis de la Révolution que la Restauration était pourtant censée combattre. Non les acquis les plus communs, mais ceux qui contredisent ouvertement les valeurs de l'Ancien Régime avec lequel on entendait renouer. Il est impossible de lire le premier article qui stipule que les Français sont égaux devant la loi, quel que soit d'ailleurs leur titre et leur rang, sans remarquer que la noblesse est en passe de perdre tous les privilèges que l'Ancien Régime lui garantissait. Le droit de naissance tant combattu par Voltaire qui lui préférait le droit de mérite est en passe de disparaître.
Inutile de rappeler que le retour en force du tiers-État qui entend faire entendre sa voix lors des États généraux de 1789 est l'un des faits essentiels que l'histoire retient. En effet, l'article 3, qui renforce le premier, stipule clairement que les Français sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. Sur le plan religieux, la Restauration prend ses distances avec la politique de Louis XIV puisqu'elle désavoue la révocation de l'édit de Nantes. Aussi, même si la religion catholique romaine est proclamée religion d'État, les autres cultes jouissent également de certains droits. Aussi, lit-on dans l'article 5, chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. Ces quelques exemples montrent que l'histoire une fois en marche, aucune puissance ne peut l'arrêter. La France était condamnée à assumer son histoire révolutionnaire. En résumé, on peut dire que la Restauration, en se recommandant de l'Ancien Régime, ne manque pas de reprendre à son profit certains acquis de la Révolution et de l'Empire. Mais si on fait bien attention, on se rend compte que dans le projet qui a été à la base de la Restauration, le passé avec lequel on tentait de renouer et l'avenir qu'on s'apprêtait à bâtir étaient fortement présents. Le présent, quant à lui, brillait par son absence. Les décisions prises n'intéressaient que la génération qui se souvenait avec nostalgie de l'Ancien Régime ou de la période révolutionnaire. Mais entre ces deux voix nostalgiques qui espèrent trouver dans la Restauration un terrain d'entente et pouvoir une fois pour toutes enterrer la hache de guerre, vient s'insérer une troisième voix qui ne prête attention ni au passé ni à l'avenir, elle ne s'intéresse qu'au présent. La confession d'un enfant du siècle est un exemple intéressant dans la mesure où l'auteur ne livre pas une confession personnelle, le narrateur se veut le porte-parole de toute une génération sacrifiée. 3. Question de littérature. Contrairement à la politique qui hésite entre le retour vers le passé et la projection vers l'avenir, la littérature opte très tôt pour la modernité. Le mouvement littéraire qui domine ce début du siècle fait de la rupture avec le passé son principal mot d'ordre. Les principes sur lesquels repose le romantisme sont ceux mêmes que la littérature pré-révolutionnaire rejette énergiquement. Si la révolution de 1789 rompt donc définitivement avec l'Ancien Régime, le romantisme, lui, prend ses distances avec les belles lettres qu'il remplace par le nouveau concept de littérature qu'il trouve chez Madame de Staël. Cette tendance révolutionnaire en est pleinement assumée. Stendhal la revendique ouvertement lorsqu'il juge Shakespeare plus approprié pour une modernité que le classicisme représenté par Racine. L'auteur affiche clairement cette volonté de rompre avec l'idéal classique. Aussi, insiste-t-il sur le rapport étroit entre l'évolution des mentalités et la création littéraire pour déboucher sur l'impossibilité de continuer à pratiquer une littérature qui avait connu ses heures de gloire à l'époque de Louis XIV. Cette position se défend parfaitement quand on sait que l'ouvrage de Stendhal ne s'oppose pas au théâtre classique dans sa totalité, mais uniquement à la tragédie qui est représentée par la figure de Racine. En effet, pour peu qu'on s'intéresse à ce genre, on se rendra compte qu'il devait beaucoup à la structure même de l'Ancien Régime. Un héros tragique doit être de sang noble pour être accepté. Or, la Révolution avait remplacé les privilèges par le principe de l'égalité. Les hommes de théâtre ne pouvaient pas continuer à représenter une valeur esthétique qui n'existe nulle part. En continuant à suivre les errements du siècle de Louis XIV, écrit Stendhal, nous n'eussions été, à tout jamais, que de pâles imitateurs. Tout porte à croire que nous sommes à la veille d'une révolution semblable en poésie. Jusqu'au jour du succès, nous autres défenseurs du genre romantique, nous serons accablés d'injures. Enfin, ce grand jour arrivera, la jeunesse française se réveillera, elle sera étonnée, cette noble jeunesse, d'avoir applaudi si longtemps, et avec tant de sérieux, à de si grandes niaiseries 13. Si on fait bien attention à ces propos, on retiendra que malgré quelques expressions qui encouragent à conclure que l'auteur affiche une certaine hostilité à l'égard de Racine, au fond, il prend bien des précautions pour ne pas paraître en tant que tel. Celle par laquelle se termine le passage en est un bon exemple. En effet, les spectacles qui sont qualifiés de grandes niaiseries, sont les œuvres de ces pâles imitateurs qui préfèrent suivre les errements du grand siècle plutôt que d'adhérer à la nouvelle tendance. Le préfacier n'attaque pas les pièces en tant que telles mais les esprits conservateurs qui s'entêtent à entraver la marche historique en confinant la création littéraire dans le cocon classique. Pour Stendhal, Racine est un génie hors pair. Le charme qu'il exerce et les applaudissements qu'il arrache suffisent pour lui valoir une immortalité littéraire. Mais en reconnaissant aux règles classiques un succès limité dans le temps, Stendhal remet sérieusement en question l'immuabilité du goût. Chaque siècle en cultive un qui lui est propre. L'effet que les pièces classiques peuvent avoir sur le spectateur du XIXe siècle n'est nullement comparable à celui qu'elles avaient eu au moment de leur parution.
Le principe de l'imitation perd donc tout naturellement son effet avec la fin du siècle qu'il a vu naître. Rien n'empêche la nouvelle époque de penser à un genre de goût qui lui soit propre. L'attaque vise directement les modernes qui prétendent le suivre dans sa carrière et continuer à émouvoir la jeune génération en recourant au même principe. Par de si grandes niaiseries, le principe de modèle est directement attaqué. Si les classiques reconnaissent dans les trois grands tragiques grecs des modèles à suivre parce qu'ils ont excellé dans l'imitation de la nature et qu'en les imitant on imite la nature, les romantiques ne considèrent le plaisir du théâtre que par 13 Stendhal, Racine et Shakespeare, Préface Paris, Bossange Père Libraire, 1823 p. 5. Rapport aux conditions socio-historiques qui sont les leurs. Les classiques ne deviennent de grandes niaiseries qu'à partir du moment où ils sont applaudis par un public moderne pour lequel ils n'ont pas été faits. La critique est donc double, d'une part elle prend pour cible les hommes de théâtre qui tentent de prolonger le classicisme et d'autre part, les spectateurs qui recherchent, en se rendant au théâtre à éprouver le même plaisir que ressentait le spectateur du grand siècle. Il va de soi que le principe de catharsis si cher aux classiques sera l'un des premiers ruinés. Le deuxième fait réside dans le formidable essor du roman pendant cette première partie du siècle. Cette pratique littéraire qui peinait à se tailler une place dans la République des belles-lettres et que Boileau XIV rejette vigoureusement comme un genre bâtard, finit au tournant du siècle par s'imposer comme un genre littéraire majeur. Si, en abolissant les privilèges, la Révolution française avait projeté la bourgeoisie au premier rang, en rompant avec les règles des belles-lettres, les romantiques font du roman leur moyen d'expression privilégié. Certes, on dira, et on aura raison, que le XVIIIe siècle en avait fait un moyen efficace pour la diffusion des nouvelles idées philosophiques, que ce siècle avait légué à la postérité des chefs-d'œuvre romanesques qui continuent à être lus et étudiés. Mais cela n'empêche qu'à cette époque, les philosophes n'y recouraient qu'avec mauvaise conscience. Il faut attendre donc la génération des Balzac, des Flaubert et d'autres romanciers de la même époque pour parler d'une réelle reconnaissance du genre. Non seulement il est réhabilité, mais il devient pour les romantiques l'un des instruments majeurs de la modernisation littéraire. Le roman historique est, selon Stendhal, capable de jouer le même rôle dans la littérature moderne que celui qu'avait joué la tragédie dans les belles-lettres. Quel est l'ouvrage littéraire qui a le plus réussi en France depuis 14 Boileau. 10 ans. Les romans de Walter Scott. Qu'est-ce que les romans de Walter Scott? De la tragédie romantique, entremêlée de longues descriptions. 15. Le retour en force du roman historique se comprend parfaitement, l'époque encore toute récente est si fertile en faits d'armes. La littérature qui devait accompagner, pour l'immortaliser, cette nouvelle épopée, avait besoin d'un genre littéraire adéquat. Il ne fallait surtout pas essayer de la rédiger à la manière d'Homère et de Virgile, toutes les tentatives réalisées par le passé avaient été un cuisant échec. Le roman semble le choix judicieux car c'est un genre nouveau qui permet surtout au romancier de réussir son épreuve sans s'entraver par des lois qui ne sont plus d'usage. En effet, si on fait l'inventaire de tous les romans qui choisissent de mettre en scène les guerres napoléoniennes, on se rendra compte que tous les romanciers trouvent dans cette histoire récente la matière littéraire nécessaire. Mais en écrivant sur le même sujet, ils ne donnent pas l'impression de se recopier les uns les autres. L'autre intérêt de ce genre romanesque c'est qu'à la différence des poètes tragiques, les romanciers de cette période ne se contentent pas d'écrire l'histoire de ces guerres, mais en servant comme de toile de fond, ils affichent des positions politiques et sociales audacieuses. En lisant la même histoire chez deux romanciers différents, le lecteur est sûr de ne pas être victime du déjà-vu. Balzac, en y recourant dans un roman comme Le Colonel Chabert, lui donne une tournure qui n'est pas celle de Musset dans La Confession d'un enfant du siècle. Le fait de venir se ressourcer dans ce qui est en passe de devenir une épopée ne doit pas être vu comme une nostalgie, mais plutôt comme une réalité dictée par le fait que c'est la seule période qui offre une gloire militaire capable de remuer les sentiments. Le rapport de Bonaparte à la littérature devient alors problématique, sans avoir obligatoirement de la sympathie pour l'empereur, des romanciers, comme Balzac, avaient été. 15 Ibidem. Chapitre 1 pp. 9 à 10. Derrière la naissance de sa légende. L'ombre de l'empereur déchu dans la comédie humaine est suffisamment interpellèrent les critiques au sujet de la tendance politique de l'auteur. Robert Kopp consacre à la question tout un article 16. Plus tard, quand Napoléon III se proclamera empereur, Victor Hugo lui oppose, dans un pamphlet célèbre, le mythe de Napoléon Ier pour lui rappeler que malgré le lien de parenté et la ressemblance des noms, le fossé qui sépare les deux est énorme. La littérature revendique une mission qui ne consiste pas uniquement à faire rêver, les deux exemples cités montrent bien que l'homme de lettres ne reste pas indifférent à tout ce qui se passe en politique.
Les mutations sociales stimulent son imagination et aiguisent sa plume. Le romancier ne se contente pas de dévoiler ses sentiments, il les rattache à ce que la société est en train de vivre. À l'image du philosophe des Lumières, il s'impose comme la voie de la justice et de la légitimité. Les œuvres romanesques se détachent ainsi de la fiction pour se rapprocher plus de la réalité dont l'auteur se veut le porte-parole. Elles sont profondément ancrées dans cette réalité historique. La littérature n'est pas indifférente à cette réalité politique que nous venons de voir. Elle a un avis à donner, une critique à faire, et son cri mérite qu'on lui prête attention. Encore une fois, Madame de Staël refuse énergiquement de séparer la littérature de son environnement social. Au contraire, elle propose une interaction entre les deux domaines. En s'appuyant sur l'exemple des Lumières, elle démontre à quel point les idées développées dans une œuvre peuvent stimuler l'évolution d'une société qui à son tour ne manque pas d'influencer l'œuvre littéraire. La littérature ne reste pas indifférente à l'évolution des institutions. Elle affirme à ce propos. 16 Robert Kopp, Balzac légitimiste ou révolutionnaire. Dans la Revue des Deux Mondes, octobre 2016 pp. 57 à 67. Dans les pays où le talent peut changer le sort des empires, le talent s'accroît par l'objet qu'il se propose, un si noble but inspire des écrits éloquents par le même mouvement qui rend susceptible d'actions courageuses. Toutes les récompenses de la monarchie, toutes les distinctions qu'elle peut offrir, ne donneront jamais une impulsion à celle que fait naître l'espoir d'être utile. La philosophie elle-même n'est qu'une occupation frivole dans un pays où les lumières ne peuvent pénétrer dans les institutions. Lorsque la pensée ne peut jamais conduire à l'amélioration du sort des hommes, elle devient, pour ainsi dire, une occupation efféminée et pédantesque. Celui qui écrit sans avoir agi ou sans vouloir agir sur la destinée des autres, n'emprunte jamais son style ni ses idées du caractère ni de la puissance de la volonté. 17. Notons au passage que Madame de Staël a trouvé dans les romantiques une génération qui donnera corps à sa prophétie. Les guerres napoléoniennes les avaient bien inspirés, mais en retour, ils ont été pour beaucoup dans les changements que connaîtra la France en 1848. Quand on connaît toute l'admiration que l'auteur voue au siècle de Voltaire, on peut s'attendre à ce que les efforts philosophiques du XVIIIe siècle résistent à la violence révolutionnaire et une fois le calme revenu, la marche philosophique reprend son cours normal. En refusant de continuer l'œuvre des anciens, les romantiques prêtent foi à cette marche irréversible de la philosophie. Ils reconnaissent aux institutions sociales de leur époque un droit sur la littérature qui les reflète. C'est dans ce sens que la confession d'un enfant du siècle intéresse l'histoire des idées. Contrairement à l'historien qui se contente de brosser un tableau sec des événements, Alfred de Musset n'épargne aucun moyen que l'art romanesque met à sa disposition pour envelopper la réalité historique dans une rhétorique littéraire. La première partie du roman ne se contente pas de décrire la grandeur et la chute de l'Empire, sans se laisser enfermer dans le domaine de l'histoire, qui n'est d'ailleurs pas le sien, il participe à l'édification d'un mythe. Napoléon a été défait par les puissances européennes, mais sa déportation sur l'île de Sainte-Hélène où il finira c'est 17 Madame de Staël, de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, tome 2, Paris, imprimerie de Crapelay, l'an 8, pp. 44 à 45. Jour, lui assurera pour ainsi dire, une seconde vie. Quand l'homme cesse de vivre, le mythe naît. Arsène Houssaye place, dans ses Confessions, Alfred de Musset parmi les deux grandes figures du romantisme. Pour ce faire, il n'insiste pas sur ce que l'auteur a de commun avec les deux célèbres poètes, mais sur ce qui le démarque d'eux. Il ne les imite pas, il les complète en ajoutant une touche personnelle qu'on ne trouve pas, au dire du témoin, chez eux. Lamartine, écrit-il, est parti des hauteurs du Sinaï, Victor Hugo des nuées rayonnantes de l'Himalaya. Ces deux hommes parlaient comme des dieux, quand se révéla Alfred de Musset qui se contenta de parler comme un homme. 18. Ce témoignage trouve dans la Confession d'un enfant du siècle, publié en 1836, une parfaite illustration. Le roman se place d'entrée de jeu sous le signe du témoignage sincère. Mais sans continuer fidèlement la pratique rendue célèbre par saint Augustin et Jean-Jacques Rousseau, Musset confie à son narrateur une mission qui ne cadre pas bien avec la confession dans son sens le plus large. Encore une fois, Émile Littré souligne, dans la définition qu'il en donne, le caractère individuel de cette pratique religieuse et littéraire. Dans le roman, le narrateur se confesse au nom de toute une génération qui s'estime léser les gouvernements qui s'étaient mis en place après la chute de l'Empire. Il n'y a pas que la notion de confession, qui a été retouchée par le romancier, celle de la génération, endosse dans le roman une signification qui n'est pas courante. José Luis Diaz 19 désigne cette génération qui prend la plume vers 1830, la génération Musset.
Les romantiques font endosser à ce terme un sens nouveau. L'article insiste sur la nouvelle vision de l'histoire qui se met en place. Les auteurs romantiques. 18 Arsène Housset, Confession. Souvenir d'un demi-siècle, 1830 à 1880. Tome 1, livre 5, l'Olympe romantique. Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alfred de Musset. Genève, Slatkin-Prin, 1971 p. 270. 19 José Luis Diaz, Génération Musset. Dans Romantisme, numéro 147, 2010 pp. 3 à 12. Défendent un nouvel imaginaire qui repose essentiellement sur le conflit de génération. Il ne s'agit plus pour eux d'écrire l'histoire d'une nation, mais celle d'une génération définie par une tranche d'âge. Ils réalisent ainsi l'un des souhaits les plus chers de Napoléon. Il faut en effet rappeler que Bonaparte est l'un des premiers à avoir évoqué avec satisfaction cette génération qu'il avait laissée en France avant de se retirer définitivement sur l'île de Sainte-Hélène. Lacaze lui prête une longue réflexion sur le rôle de l'éducation dans la formation de cette nouvelle jeunesse. Les puissances européennes qui avaient réussi à le déloger n'avaient eu raison que de sa personne. Le système qu'il avait mis en place avait encore de belles années devant lui. Les armes se révèlent incapables de déloger les idées qu'il avait plantées dans ses jeunes cervelles. La politique de l'Empire tablait sur la pérennité pour parer à toute tentative de retour vers l'ancien régime, et sur ce point il avait réussi sa mission. Quand Louis XVIII revient au pouvoir, il retrouve une France méconnaissable, une France qui n'a absolument rien en commun avec celle qu'il avait quittée en s'exilant. Si la Restauration a rencontré des difficultés pour se mettre en place, la marche de l'histoire qui fait qu'en 1815, on raisonne autrement qu'en 1789, en est la principale cause. Les propos de l'empereur font écho aux revendications de cette génération romantique formulées dans le roman de Musset. Quelle jeunesse, a-t-il dit, je laisse après moi. C'est pourtant mon ouvrage. Elle me vengera suffisamment par tout ce qu'elle vaudra. À l'œuvre il faudra bien après tout qu'on rende justice à l'ouvrier. Et le travers d'esprit ou la mauvaise foi des déclamateurs tombera devant mes résultats. Si je n'eusse songé qu'à moi, à mon pouvoir, ainsi qu'ils l'ont dit et le présentent sans cesse, si j'eusse réellement eu un autre but que le règne de la raison, j'aurais cherché à étouffer les lumières sous le boisseau. Au lieu de cela, on ne m'a vu occupé que de les produire au grand jour. Et encore, n'a-t-on pas fait pour ces enfants tout ce dont j'avais eu la pensée? Mon université, telle que je l'avais conçue, était un chef-d'œuvre dans ses combinaisons et devait en être un dans ses résultats nationaux. Un méchant homme, un misérable, et je n'entends parler ici que de son cœur, m'a tout gâté, et cela avec mauvaise intention, et par calcul, car il a osé se vanter près des nouveaux venus. Les propos de Napoléon renforcent le tableau de cette jeunesse que brosse si bien Musset. En parlant de sa vengeance et en comptant sur cette génération pour obtenir sa revanche, il n'entend provoquer ni une nouvelle révolution ni une guerre civile qui nécessitera son retour en sauveur. Il ne désire que montrer à la face du monde et au roi, tout particulièrement, qui avait pris le pouvoir après lui que son règne n'a pas été aussi destructeur qu'on le prétend. Si on ne devait lui reconnaître que sa réussite éducative, elle suffirait pour lui valoir une place dans la mémoire collective. Cette jeunesse rétive, qui refuse de se soumettre aux règles sociales et littéraires, sera le premier obstacle devant le retour vers le passé. Napoléon façonne l'image qu'il souhaite transmettre à la postérité. Si certains ne tablent que sur les batailles gagnées, sur les monuments érigés pour immortaliser leur nom, il entend compter la formation de l'homme parmi ses réalisations. Ses détracteurs ne peuvent pas le lui renier, ils en ont constamment la preuve devant les yeux. Contrairement à ce que le narrateur du roman avance, les collèges et les écoles ne disposaient pas uniquement une pédagogie militaire. L'enseignement des sciences était également à l'honneur et le nombre de savants qui y ont été formés en témoigne. Il faut peut-être rappeler que lors de la campagne d'Égypte, l'armée française comptait autant de soldats que de savants dans ses rangs. Rappelons également que cette mission scientifique qui n'était, au départ qu'un paravent pour cacher les vrais motifs de cette expédition, a été à la fin la seule réussite. Les jeunes savants, ceux dont Napoléon est en train de vanter les mérites avaient réussi, pour la première fois, à percer les mystères de la civilisation pharaonique en déchiffrant les hiéroglyphes. Si le roman insiste sur le désœuvrement d'une génération qui, à part la guerre, ne sait rien faire, l'empereur ne tarit pas d'éloges sur une jeunesse cultivée dont la France ne manquera pas de tirer profit. Mais il ne faut pas voir dans les deux propos une quelconque opposition. La réussite vantée par le personnage du mémorial n'est pas en contradiction avec le désenchantement romanesque dans la mesure où celui-ci doit être mis sur le compte du changement politique. Comme cette jeunesse exprime sa volonté de se démarquer des anciens, le roman présente quelques spécificités qu'il faudrait élucider.
Contrairement au roman historique qui revisite une histoire lointaine afin d'en livrer une version romanesque, Musset relate des faits récents qui coïncident avec les moments d'incertitude que connaît la France avec l'effondrement du Premier Empire. Son cadre historique est celui-là même qu'on vient d'évoquer dans le chapitre précédent. Pour cela, la version romanesque ne se veut pas moins déroutante que la version historique et politique, le débat entre l'Ancien Régime et le Premier Empire n'est plus d'actualité. La position de cette génération permet de mieux saisir les difficultés auxquelles fait face la Restauration. La question politique est dans le roman occultée au profit de l'impact de ce changement sur la jeunesse et de la ruine de son idéal et de son avenir. Elle accuse ouvertement les anciens de l'avoir sacrifié sur l'autel de la légitimité. Au moment où ils étaient prêts à se lancer à la conquête de la gloire tant désirée, la paix a été proclamée et tous leurs rêves s'étaient évaporés. La fin de l'Empire par laquelle commence le roman débouche sur une réalité spéciale, le passé et toutes ses valeurs sont à jamais perdues. L'avenir arrivera sans doute, mais il est si lointain qu'à son avènement leur ambition sera déjà derrière eux. Entre le passé et l'avenir s'installe l'incertitude. Le passé n'est pas le leur, l'avenir prometteur ne regarde que les générations qui lui succéderont. Le présent qui normalement leur revient de droit n'offre aucune garantie de réussite. Son identification à l'océan qui sépare l'ancien monde incarné par l'Europe, le passé, et le nouveau monde incarné par l'Amérique, l'avenir, en dit long sur le pessimisme qui règne sur le roman. Le temps continue, comme à son habitude à être divisé en 3 parties, mais le passé et l'avenir ne sont là que pour rappeler la souffrance du présent. 3 éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens, derrière eux un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme, devant eux l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir, et entre ces 2 mondes. Quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelques blanches voiles lointaines ou par quelques navires soufflant une lourde vapeur, le siècle présent, en un mot qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas qu'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors, voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire, et petits-fils de la Révolution. Le présent désigne un moment d'incertitude, un point de rencontre entre le passé et l'avenir, il est déjà trop tard pour opérer un retour vers le passé. Ce dernier, pris au piège de l'évolution des mentalités et de l'enseignement des valeurs révolutionnaires est perdu à jamais. Le passé et son absolutisme ne conservent que la forme. En se fossilisant, ils ont perdu à jamais tout espoir de retour. Il est encore trop tôt pour penser à l'avenir. Il faut noter que le fait de rapprocher le passé de l'avenir en sautant le présent est un procédé qui revient sous différentes formes rhétoriques dans le roman. L'auteur l'annonce dès le début. En effet, il affirme clairement, chapitre I parenthèse fermante que seule la mort est éternellement jeune. Ceux qui lui échappent pour arriver à la vieillesse sont selon ses propres termes des demi-dieux. Les berceaux et les cercueils de France avaient ceci en commun, c'étaient des boucliers. Et l'auteur conclut on ne peut plus clairement, il n'y avait vraiment plus de vieillards, il n'y avait que des cadavres ou des demi-dieux. Ce rapprochement contre nature entre le passé et l'avenir traverse obsessionnellement toute cette partie du roman pour rappeler à chaque fois, sous une forme nouvelle, à quel point le désenchantement ronge l'espoir et ne laisse rien présager de bon. Les images qui servent à décrire le présent s'entendent toutes pour désavouer l'idée reçue. Le narrateur contredit la philosophie épicurienne qui reconnaît au seul présent le bonheur et la jouissance. La sentence qui veut que, le présent seul, soit, le temps du pur bonheur d'exister, est sérieusement défendue par le narrateur. Si on tient quand même à retrouver les traces épicuriennes dans le roman, c'est vers le plaisir de la douleur qu'il faudrait orienter les recherches. C'est en effet le seul que, en ce moment d'incertitude se trouve encore que les sens peuvent saisir avec certitude et que la raison du narrateur considère comme une évidence. Pour le narrateur, il ne fait aucun doute que le passé a existé, mais ce passé il ne le connaît que par conjecture. Les restes en témoignent, les ruines en sont des preuves criantes. Le futur ne peut qu'avoir lieu puisque le monde ne restera éternellement détruit. Mais à son tour, il reste hors de la portée des sens. L'image hideuse du mort-né sous laquelle s'offre le présent et la douleur qu'il suscite est la seule forme de jouissance encore à la portée de cette jeunesse. Les images auxquelles l'auteur recourt pour décrire le présent témoignent de cette volonté de s'écarter de la voie commune au bénéfice d'une autre que les gardiens de l'orthodoxie tolèrent à peine comme un abus. En effet, le choix est validé par les dictionnaires les plus attestés. Prenons l'idée du crépuscule par exemple. Si le terme est retenu, c'est grâce à la contradiction qui le définit.
Le narrateur lui-même l'explique dans ce sens pour lui donner plus de poids. L'auteur y recourt parce qu'à l'image du présent, il ne tient ni du jour ni de la nuit. Cette signification contrastive est pourtant attestée par les lexicographes les plus reconnus. En effet, Émile Littré, après avoir rappelé que, par crépuscule, on désigne d'habitude la lumière qui reste après le coucher du soleil, il ajoute aussitôt que, par abus on désigne aussi la lumière qui précède le lever du soleil. Comme si le symbole du crépuscule ne suffisait pas, le narrateur recourt à une autre figure plus parlante encore, le présent est un spectre moitié momie moitié fœtus, c'est également l'image de la jeune fille embaumée dans sa parure de fiancée, ce squelette, enfantin dont les mains fluettes et livides portent l'anneau des épousés et sa tête tombe en poussière au milieu des fleurs d'oranger. La semence prometteuse d'un avenir meilleur est en même temps les débris d'un passé fini à jamais. Le présent est entièrement occulté. Il faut préciser que cette rhétorique qui consiste à doter l'objet de la description de caractères contradictoires est fréquente chez Musset. Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre, ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides, on les avait trempés dans le mépris de la vie comme de jeunes épées. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde, ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins, tout cela était vide, et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. Le caractère héréditaire de la gloire est bien mis en valeur, par gouttes de sang brûlant, le narrateur rappelle le rôle de l'enseignement dans la formation de la personnalité. Le système a fait de ce qu'ils sont. En voyant dans leurs parents les modèles à suivre, ils se recommandent plus de l'Empire finissant que de la Restauration ou à l'Ancien Régime. La rhétorique martiale, qui sied mal aux efforts de paix, met bien en évidence les conditions dans lesquelles ils ont été élevés et la carrière pour laquelle ils étaient préparés. La comparaison entre cette jeune génération et une jeune épée insiste sur l'impossible transition entre un empire qui ne jurait que par la gloire militaire et par la conquête et une restauration qui n'avait qu'un souhait, signer une paix solide et durable avec les puissances européennes qui avaient favorisé son retour. Or, entre les deux régimes se trouve une génération qui n'arrive à s'identifier ni au régime finissant ni à celui qui se met en place. Deux significations peuvent être alors dégagées, l'auteur suit, dans la formation des générations les mêmes traitements qu'on applique à l'acier pour obtenir une bonne épée. Le mépris de la vie, comme le refroidissement du fer chauffé, peut véhiculer deux sens opposés. Il sert à fortifier le jeune apprenant pour faire de lui un brave soldat, comme la trempe permet d'obtenir une bonne et solide épée. Mais il peut également être compris dans le sens de désenchantement. Comme la valeur d'une épée ne peut se vérifier que sur le champ de bataille, la bravoure d'un soldat se mesure au nombre de victoires remportées. Mais dans la citation, le soldat comme l'épée se révèle tout à fait inutile. La jeunesse qui qualifie l'épée dans la citation est plus un défaut qu'une qualité, la lame est condamnée à rester dans son fourreau, c'est-à-dire de ne jamais pouvoir démontrer sa valeur sur un champ de bataille. De même, le mépris de la vie peut également être compris dans le sens d'une désillusion, d'une douche froide qui vient mettre fin aux ambitions de cette génération qui ne rêvait que des neiges de Moscou et du soleil de l'Égypte, c'est-à-dire que de l'occasion de réitérer les exploits de leurs parents. Cette signification est renforcée par la désillusion qui règne sur l'ensemble du roman. Comme par définition, une épée ne peut servir qu'en temps de bataille, la paix la condamne à l'inaction. Tous les efforts déployés par ces artisans auraient été vains. La nouvelle génération subit un sort similaire, leur gloire était étroitement liée à la guerre, la paix qui arrive au mauvais moment, les rend aussi inutiles à la société que l'épée qui leur sert d'arme et qui est condamnée à rester éternellement jeune. L'inaction est ce que le sort leur réserve. Le désœuvrement qui la frappe est la principale cause de ce qui sera appelé par la suite, le mal du siècle. Les galons qu'arboraient fièrement leurs pères sur des poitrines maculées de sang, et que eux-mêmes espéraient un jour pouvoir acquérir sur un champ de bataille, sont subitement réduits à une simple utopie. Il est vrai qu'avec la Restauration, la France avait mis fin au cauchemar de la guerre, que les mères n'avaient plus à craindre pour les enfants qu'elles mettaient au monde, mais la paix exigeait une victime et c'est la gloire qui a été sacrifiée sur son autel. L'Empire avait donc laissé un vide que la Restauration n'avait pas réussi à remplir. Cette incapacité se traduit dans le roman par une comparaison entre Napoléon et Louis XVIII qui ne tourne pas à l'avantage de ce dernier. Astérisque 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 lorsqu'il était encore en exercice, l'empereur brillait par sa présence sur le théâtre des opérations. Une présence qui n'aidait pas uniquement à décider du sort des batailles mais qui participait déjà au façonnement d'une image mythique que les romanciers reprendront à leur compte.
Les pouvoirs incroyables qu'on lui accordait, de se faire épargner même par les balles, relevaient plus du mythe que de la réalité. Ces victoires éclatantes autorisaient à dire de lui qu'il était le seul homme vivant, pas uniquement en France mais dans toute l'Europe. Encore une fois, la rhétorique s'avère un instrument de propagande redoutable. Le désir des autres, entendons les puissances européennes qui se réuniront à Vienne pour discuter d'une paix durable en Europe, de se remplir les poumons avec l'air qu'il avait respiré en dit long sur son prestige et ne verse pas moins dans le mythe que le respect supposé des Bâles pour sa personne. Sur le plan strictement national, son image, comme son règne, était complexe, le procédé du paradoxe permet au narrateur de rendre compte de cette complicité. L'espoir côtoie alors le désespoir et la mort va de pair avec la vie. Même si le rythme était marqué par le battement du tambour, même si la mort était un danger imminent, il rendait l'espoir de la gloire possible. Déchu, il ne perd rien de sa dignité, il continue à imposer son ascendant sur ses vainqueurs et à nourrir l'imaginaire littéraire. Certaines tournures renforcent cet avantage que le mythe gagne sur l'histoire. Mais pour en comprendre la charge, il faut les resituer dans leur contexte historique. Le narrateur accorde à Napoléon une mission historique. Son règne avait préservé la France contre tout retour des idées pré-révolutionnaires. Sa tâche était double, mettre fin au désordre révolutionnaire tout en sauvegardant les acquis et prémunir ces acquis contre une menace possible du passé. Il était en cela le garant des acquis révolutionnaires. En leur donnant une assise institutionnelle solide, il contraint le restaurateur de la monarchie de revenir sur les promesses qu'il avait données en 1795 après la mort de Louis XVII, restaurer la monarchie de droit divin. Dans le roman de Musset, sa déportation avait d'abord permis à ce même passé de redresser la tête. Mais l'état pitoyable où il est décrit, n'est pas très prometteur. Son abdication a suffi pour permettre à ce passé qu'on croyait révolu de ressurgir. L'image que le romancier donne de ces puissances émergentes et qui sont censées prendre les rênes du pouvoir après Napoléon n'est pas des plus avantageuses. À l'image de la société qu'elles s'apprêtent à gouverner, elles sont plus proches de la mort que de la vie. Des puissances moribondes qui se redressèrent sur leur lit de douleur appartiennent au passé fossilisé. Le retour des Bourbons et la déportation de Napoléon sont des faits que l'histoire retient. Mais loin d'être définitivement terminée, la lutte entre les deux adversaires réapparaît sur la scène romanesque. Militairement, la déroute de Waterloo avait définitivement scellé le sort de l'empereur. Mais ce qu'il perd sur la scène politique et militaire, il le récupère sur la scène littéraire. Les romanciers, et pas des moindres, ont bien su le dédommager. Les romans où il est mis en scène lui ont aménagé une image telle qu'elle a été capable de faire oublier toutes les tragédies humaines dont il a été responsable. La postérité oublie le dictateur, le tyran qui sacrifiait ses soldats pour sa propre gloire pour ne retenir que le héros conquérant qui avait laissé rêveuses même les générations qui étaient venues après lui. Il a laissé après lui une société en ruine. Et pourtant, même les décombres, qui témoignent que son règne n'était pas de tout repos, n'ont pas réussi à entacher son image. Ceci se comprend lorsqu'on se rappelle que parallèlement à ces atrocités militaires, le Premier Empire était porteur de certaines valeurs qui, au moment de son effondrement, étaient bien ancrées dans la société. L'époque révolutionnaire et le Premier Empire avaient duré suffisamment longtemps pour faire oublier toutes les pratiques de l'Ancien Régime et former une génération mal préparée pour suivre la Restauration dans ses projets. Élevée, au roulement du tambour et au grondement des canons, elle ignorait toutes les convenances en vigueur à l'époque de ses parents et de ses grands-parents. Les jeunes gens avaient suffisamment pris goût aux principes de liberté et d'égalité pour accepter que le métier de la guerre devienne un privilège réservé aux seuls nobles. Dans le témoignage de Musset, la formation des écoles n'avait qu'un seul but, préparer les enfants à devenir les soldats de l'avenir et entretenir en eux l'ardeur belliqueuse. La carrière militaire était seule capable de garantir la gloire. Ce n'était pas une simple carrière mais une charge que les générations héritent de père en fils. Musset ne peint pas les soldats de la Grande Armée, il ne décrit pas les grands frères qui avaient combattu sur le front de Russie ou d'Allemagne aux côtés de leur père, mais la génération que les mères inquiètes avaient mise au monde pendant que le Premier Empire livrait ses toutes dernières batailles. Il évoque un idéal que sa génération n'a pas directement connu. Il est lui-même venu au monde pendant que les pères et les frères combattaient sur front. Il avait à peine 5 ans quand Napoléon avait été contraint d'abdiquer pour finir ses jours sur l'île de Sainte-Hélène au beau milieu de l'océan. À l'âge de 26, il n'avait pas suffisamment vécu pour présenter un témoignage crédible sur un siècle qui à son image était encore à ses débuts. Mais si l'expérience lui fait défaut, comme à presque tous les auteurs de sa génération, la documentation saura bien le dédommager. Le mémorial de Sainte-Hélène lui fournit toutes les informations nécessaires à la magnificence de cette figure de l'histoire.
Cette référence, rappelons-le, jouera un rôle essentiel dans la construction de l'image que la postérité gardera de Napoléon. La biographie même en témoigne, l'auteur ne laisse passer aucune occasion sans la saisir et prouver que l'empereur était né sous une belle étoile et que s'il a eu la carrière qui était la sienne, c'est parce qu'il était protégé par une puissance extraordinaire. Il suffit pour cela de lire le chapitre où l'auteur du mémorial raconte les circonstances dans lesquelles Napoléon était venu au monde pour s'en rendre compte. Il avait pris goût pour les batailles avant même qu'il ne vînt au monde, en voici le passage. Napoléon est né le 15 août 1769, jour de l'Assomption vers midi. Sa mère, femme forte au moral et au physique, qui avait fait la guerre, grosse de lui, voulut aller à la messe à cause de la solennité du jour, elle fut obligée de revenir en toute hâte, ne put atteindre sa chambre à coucher, et déposa son enfant sur un de ces vieux tapis antiques à grande figure, de ces héros de la fable ou de l'Iliade peut-être, c'était Napoléon 21. Ce passage qui figure au tout début du mémorial annonce bien le rôle que le mythe sera appelé à jouer dans l'ouvrage. Le fait que le héros tienne la bravoure de sa mère, sert à embellir le récit. Il sert également à rendre le rapprochement avec la mythologie plus logique. En effet, la naissance de Napoléon, telle qu'elle est rapportée dans le mémorial, rappelle le rapport entre Achille et Thétis. Si le héros de l'Iliade est un demi-dieu, c'est grâce à sa mère qui non seulement lui avait légué quelques-uns de ses pouvoirs, mais qui était la seule à connaître sa destinée. Le rapprochement des deux personnages est autorisé par le texte lui-même qui fait accoucher la mère sur un tapis qui inspire la bravoure. La biographie dorée de Napoléon tient donc plus de la légende que de la vérité historique. Le mythe proprement dit. 20 contes de Lacaze, mémorial de Sainte-Hélène, suivi de Napoléon dans l'exil et de l'historique de la translation des restes mortels de l'empereur Napoléon aux Invalides. Paris, Ernest Bourdin, éditeur, 1842. 21 Ibidem, p. 61. Se déclare très tôt car sa venue au monde a eu lieu sur ce vieux tapis placé sous le regard bienveillant de toutes les divinités antiques issues de l'imagination d'Homère. Suivant la démarche de Lacaze, Musset ne manque jamais une occasion pour mettre le courage et le génie de Napoléon en relief et la perte d'une bataille sur le compte d'un complot et non sur une erreur stratégique. L'ouvrage dont aucun historien qui s'intéresse à Napoléon ne peut s'en passer, est la première référence par laquelle le mythe commence. Ce destin magnifié par l'art, se détache de la vérité historique. Ce tapis, au motif antique, rappelle tous les héros qui, après une carrière couronnée de succès et de gloire, avaient été abandonnés par toutes les divinités qui les avaient d'abord pris sous leur protection. Le sanglant siège de Troie représenté sur le tapis montre bien à quel point ces puissances divines sont versatiles. L'empereur aura droit à un traitement comparable au destin de ces illustres héros. Le romancier évite de décrire les circonstances dans lesquelles l'empereur s'était fait prisonnier. Un héros regardé par cette génération comme un demi-dieu ne pouvait pas être vaincu par une force humaine. À leur image, il ne pouvait succomber qu'à une force extraordinaire. Musset lui aménage une fin plus glorieuse que celle qu'il a réellement eue. Cependant, l'immortel empereur était un jour sur une colline à regarder cet peuple s'égorger, comme il ne savait pas encore s'il serait le maître du monde ou seulement de la moitié, Azraël passa sur la route, il l'effleura du bout de son aile, et le poussa dans l'océan. L'auteur passe délibérément sous silence le rôle des Anglais dans la captivité de l'empereur qui dans son dernier retranchement espérait trouver refuge au Royaume-Uni. Malgré la position hostile des romantiques à l'égard des classiques, cette description n'est pas sans rappeler un procédé cher aux poètes tragiques. En effet, Musset ne montre pas Napoléon tel qu'il était réellement, mais tel que la mémoire doit le retenir. Un qualificatif dans la citation mérite qu'on s'y attarde car elle peut présenter une certaine ambiguïté. Comment peut-on continuer à qualifier un empereur réduit à la captivité sur une île au milieu de l'océan Atlantique d'empereur immortel? Ce recours ne peut s'expliquer que par la mise en place du mythe. Napoléon est immortel parce qu'en le récupérant, la mémoire collective lui a assuré à jamais une grande renommée. Le pouvoir de l'imaginaire réside dans sa capacité de conditionner à jamais une image. Comme personne ne peut remettre en question la bravoure du Cid et que le fait même de l'imaginer faible passerait pour une hérésie impardonnable, la mémoire ne retient de Napoléon que l'image du sauveur de la patrie. La catharsis serait mal placée, mais la volonté de faire endosser à l'empereur l'habit d'un héros tragique est plus que manifeste. À l'image de ceux de l'Antiquité, il était, à son insu, chargé d'une mission, celle de faire sortir la France des troubles révolutionnaires et d'en sécuriser à jamais les acquis. Une fois sa mission accomplie, les divinités qu'il avait placées au sommet de l'État, lui retirent leur protection. Abandonné même par ses plus fidèles amis, il affronte seul, à l'image de Hector ou d'Œdipe le sort qui est le sien.
Encore une fois, le procédé littéraire joue un rôle très important pour montrer que si le sort est versatile, l'amitié ne l'est pas moins. L'empereur ne dérange pas uniquement le roi et ses fidèles compagnons. Il dérange même ceux qui avant sa chute étaient de son côté. Les bonapartistes d'hier, convertis au royalisme, vivent mal leur passé et font tout pour le faire oublier. Cette idée, fortement présente dans le texte de Musset, nécessite une documentation sérieuse pour être dégagée. En effet, seule l'histoire peut dégager l'intérêt qui pourrait passer pour une simple description. En voici un exemple. Le roi de France était sur son trône, regardant çà et là s'il ne voyait pas une abeille sur ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau, et il leur donnait de l'argent, les autres lui montraient un crucifix, et il le baisait, d'autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à cela d'aller dans sa grande salle, que les échos en étaient sonores, d'autres encore lui montraient leurs vieux manteaux, comme ils en avaient bien effacé les abeilles, à cela il donnait un habit neuf. Le titre par lequel le narrateur désigne Louis XVIII au début du passage affiche une position hostile à tout retour vers le passé. Il relance le débat sur la nature du gouvernement qui s'installe en France après l'Empire. Même si les titres de roi de France et de roi des Français peuvent à première vue paraître synonymes, politiquement ils marquent la différence entre la monarchie de droit divin qui avait régné en France avant la Révolution et la monarchie constitutionnelle à l'anglaise que certaines voix revendiquent. En l'appelant roi de France, le narrateur lui accorde des prérogatives qui lui viennent directement de Dieu. Louis XVIII, et il n'a jamais cessé de le revendiquer, n'est pas roi par la volonté du peuple, mais par droit de naissance et d'hérédité, et le préambule de la charte le montre bien. En le désignant ainsi, le narrateur entend bien renforcer l'image mythique de l'empereur qui, malgré la Restauration et la déportation, continue toujours à s'opposer au retour de l'Ancien Régime et à l'abandon des acquis révolutionnaires. Louis XVIII donne l'impression d'être mal assuré sur son trône alors même que le danger qui pouvait mettre son règne en péril se trouvait à des milliers de kilomètres au milieu de l'océan. Pour analyser correctement ce passage, il faut prendre en considération la charge symbolique dont le substantif « abeille » est investi. Il faut dépasser le 100 premier afin de mieux en saisir la symbolique et de comprendre par la même occasion le comportement que le narrateur prête au monarque. L'abeille qu'il cherche sur sa tapisserie est en réalité un emblème. Émile Littré rappelle dans la définition qu'il donne du mot que le manteau impérial était orné d'un nombre incalculable d'abeilles en or. Mais cette abeille, pour occuper la place qui est devenue la sienne, elle a d'abord chassé le lys, cette fleur blanche qui symbolise la royauté en France. L'une des missions prioritaires de la Restauration était donc de redonner au lys la charge symbolique qui était la sienne avant la Révolution. Pour cela, il fallait faire disparaître le motif de l'abeille, en tant que symbole, de tous les emblèmes, à commencer par les tapisseries du palais. Or, il faut rappeler que lors de la transition entre l'Empire finissant et la monarchie qui se remet en place, les délais étaient courts pour pouvoir changer le décor et supprimer tous les symboles qui rappellent l'Empire. L'abeille peut générer une autre signification, parmi les gens qui se rendent au palais pour présenter leur hommage au souverain, le roi n'est pas à l'abri d'un sympathisant de Bonaparte qui attenterait à sa vie. Cette possible dissimulation est soutenue par le passage, mais pas dans le sens que craint le monarque. Le romancier s'en sert pour montrer à quel point les positions idéologiques manquent de fermeté. Ceux qui avaient pris soin d'effacer les abeilles de leurs vieux habits sont ceux qui viennent proposer leur service au roi après avoir été les compagnons d'armes de l'empereur. Pour illustrer hypothèse, il suffit de rappeler l'étonnante carrière de Charles Maurice de Talleyrand qui, après avoir conseillé Napoléon, avait joué un rôle important dans le Congrès de Vienne et permis à la France de se retrouver dans le camp des vainqueurs. L'abeille, dans ce cas, connote les anciennes positions politiques et l'habit neuf qu'ils emportent en partant ne peut être que la nouvelle obédience politique. La charge symbolique de l'abeille est encore là pour rappeler que la bataille de Waterloo et la Restauration ont eu raison de l'homme et non des acquis et encore moins de la marche de l'histoire. L'autorité de l'histoire se met en retrait pour permettre au mythe naissant de jouer pleinement son rôle. Napoléon n'est plus l'usurpateur, comme les royalistes aimaient l'appeler, mais l'homme qui a réussi à faire de la France un empire comparable à celui des grands Césars. Maintenant que cet empire s'est écroulé, le narrateur fait endosser la responsabilité à tous ceux qui se sont déclarés vainqueurs. Il recourt à certaines images qui, lorsqu'elles sont interprétées à la lumière de l'histoire et de l'intertextualité, elles se révèlent lourdes de sang. En voici quelques exemples. À Napoléon, l'auteur oppose toutes les puissances européennes réunies à Vienne. Il est comparé à César et l'Europe à son habit. Les puissances victorieuses, elles, sont comparées à des araignées qui, au lieu de tisser, dépècent l'Europe, et font de ce qui était la pourpre de César, un habit d'arlequin.
Il faut peut-être rappeler que Musset puise l'idée de cette araignée dans la propagande anti-bonapartiste. En effet, elle représentait au départ l'une des armes de propagande dont les Anglais se sont servis. En effet, une caricature au titre éloquent, The Corsican Spider in his Web, 22, 1808, peint Napoléon en araignée qui attire dans sa toile tous les pays d'Europe pour les annexer à son empire. Seule l'Angleterre et la Russie, représentées par deux mouches qui se tiennent à l'écart de la toile, échappent à sa voracité. Le narrateur, en reprenant le même motif, lui fait changer de signification. Il le retourne contre ceux mêmes qu'il avait inventés. En réutilisant les mêmes éléments que la caricature, le narrateur fait jouer le droit de la nature. En remplaçant l'image qui, rappelons-le, est destinée aux analphabètes, par la magie du verbe qui, elle est l'apanage d'une élite cultivée, le passage reproduit exactement avec les mots la caricature de 1808 mais dans le sens inverse. Il est également intéressant de noter que dans les deux cas, la figure de l'araignée sied mieux au conquérant. Au bruit de sa chute, les vieilles croyances moribondes se redressèrent sur leur lit de douleur, et avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l'Europe, et de la pourpre de César se firent un habit d'arlequin. 22 QHIQ 6 CNSWHWW. HL égale FR esperluette MS égale %7B %22X %22 3 à 0,4 billiard 341 billions 82 milliards 611 millions 539 612 2C %22Y %22 3 à 0,42 billiard 79 billions 999 milliards 999 millions 999 995 2C %22B %22 3 à 9 2C %22Z %22 3 à 9 2C %22 size %22 3 à 7B %22 width %22 3 à 2,9 billiard 981 billions 60 milliards 606 millions 60 606 2C %22 height %22 3 à 1052 7D 7D. Contrairement à Napoléon qui se trouvait toujours sur les premières lignes, les royales araignées ont attendu d'abord sa chute pour passer à l'action. Contre toute attente, elles s'occupent de la tâche contraire à celle que la nature leur a destinée. Le tissage est à l'araignée ce que le miel est à l'abeille. Celle-ci découpe ce que l'araignée de la caricature a réalisé. L'empereur ne s'affiche plus comme le vorace qui engloutit tout ce qu'il rencontre, mais comme l'unificateur qui dote l'Europe d'une unité. Les puissances européennes, en endossant à leur tour l'image de l'araignée, ne sont plus présentées comme des puissances qui avaient mis un terme aux ambitions expansionnistes de Napoléon, mais comme les destructeurs de l'unité européenne. La comparaison ne s'arrête pas là. La comparaison est à l'avantage de l'empereur, il suffit de réaliser toute la différence entre la position de César qui signifie ici le maître du monde et Arlequin, personnage de la comédie italienne, pour mesurer tout le prestige que le romancier accorde au héros des faits. Le recours à cette expression pour juger les décisions prises par le Congrès de Vienne n'est pas gratuit, l'auteur désigne le sort de l'Europe qui perd son unité au profit d'un ensemble d'États mal assortis. Comme l'habit d'Arlequin composé de losanges disparates et de couleurs différentes, le narrateur regrette l'unité qui y régnait sous l'empire de Napoléon. Conclusion. Avant de céder le pouvoir à Louis XVIII, la Révolution et l'Empire avaient pris soin de détruire toutes les valeurs nécessaires à la restauration d'une monarchie de droit divin. Musset n'oublie pas d'y revenir dans son roman. En effet, l'absolutisme reposait essentiellement sur la sacralité du roi et la vénération de l'Église. Or aucune des deux n'avait survécu aux guerres napoléoniennes. Personne ne décrit mieux cette fossilisation du passage que le narrateur du roman. Devant Napoléon, la majesté royale l'avait fait ce geste qui perd tout, et non seulement la majesté, mais la religion, mais la noblesse, mais toute puissance divine et humaine. Napoléon mort, les puissances divines et humaines étaient bien rétablies de fait, mais la croyance en elles n'existait plus. Il y a un danger terrible à savoir ce qui est possible, car l'esprit va toujours plus loin. Autre chose est de se dire, ceci pourrait être, ou de se dire, ceci a été, c'est la première morsure du chien. Napoléon despote fut la dernière lueur de la lampe du despotisme, il détruisit et parodia les rois, comme Voltaire les livres saints. Et après lui, on entendit un grand bruit, c'était la pierre de Sainte-Hélène qui venait de tomber sur l'ancien monde. Aussitôt parut dans le ciel l'astre glacial de la raison, et ses rayons, pareils à ceux de la froide déesse des nuits, versant de la lumière sans chaleur, enveloppèrent le monde d'un suaire livide. On avait bien vu jusqu'alors des gens qui haïssent les nobles, qui déclamaient contre les prêtres, qui conspiraient contre les rois, on avait bien crié contre les abus et les préjugés, mais ce fut une grande nouveauté que de voir le peuple sourire.
Il passait un noble, ou un prêtre, ou un souverain, les paysans qui avaient fait la guerre commençaient à hocher la tête et à dire, « Ah celui-là nous l'avons vu en temps et lieu, il avait un autre visage. » Et quand on parlait du trône et de l'autel, il répondait, « Ce sont 4 AIS 23 de bois, nous les avons cloués et décloués. » Et quand on leur disait, « Peuple, tu es revenu des erreurs qui t'avaient égaré, tu as rappelé tes rois et tes prêtres », ils répondaient, « Ce n'est pas nous, ce sont ces bavards-là. » Et quand on leur disait, « Peuple, oublie le passé, laboure et obéis », ils se redressaient sur leur siège et on entendait un sourd retentissement. C'était un sabre rouillé et ébréché qui avait remué dans un coin de la chaumière. Alors, on ajoutait aussitôt, « Reste en repos du moins, si on ne te nuit pas, ne cherche pas à nuire. » Et là, ils se contentaient de cela. Le roman de Musset illustre bien cette rupture définitive avec le passé et cette perte de crédibilité contenue dans le passage. Napoléon est définitivement chassé du pouvoir, mais avec l'avènement de Louis XVIII, la majesté royale n'est que l'ombre d'elle-même. Les portraits de Wellington et de Blücher, suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades sont là pour rappeler le prix qu'a coûté la Restauration. Ils ne rappellent pas seulement la perte de la souveraineté, ils portent une grave accusation contre Louis XVIII. Cette inscription reprend une remarque faite par Napoléon à l'abbé Raynal à propos du connétable Bourbon. Celle, la leçon d'histoire, qui m'a fait le plus d'impression lui disait-il une fois, était la révolte du connétable Bourbon, bien que vous ne nous la présentassiez pas avec toute la justesse possible, à vous entendre, son 23 planches. Grand crime était d'avoir combattu son roi, ce qui en était assurément bien léger dans ces temps de seigneurie et de souveraineté partagée, vu surtout les scandaleuses injustices dont il avait été victime. Son unique, son grand, son véritable crime, sur lequel vous n'insistiez pas assez, c'était d'être venu avec les étrangers attaquer le sol natal. 24. En perdant toute crédibilité, la religion et la royauté avaient permis l'apparition d'un pouvoir nouveau, d'une religion qu'on n'attendait pas. Le culte de l'argent et de la richesse que Balzac saura le mieux décrire dans la comédie humaine. 24 Mémorial, p. 65. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.